Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, chers auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Bonferré, c'est avec un réel plaisir que nous vous retrouvons en cet après-midi de vendredi dans le cadre de l'émission Jeunesse Active, une émission qui vous a été offerte par l'Association des étudiants musulmans du Niger en collaboration avec la radio et télévision Bonferré. C'est dans ce dynamisme que nous avons déjà en parlé de ce thème, comme vous le savez, c'est le concept de fraude aux examens et concours. Donc aujourd'hui, nous allons encore en parler, c'est la phase 2. Quelles en sont les différentes formes et comment les combattre? Nous allons parcourir ce sujet, nous allons donner un sens à ce sujet. C'est avec vous d'abord, monsieur Salissou Haladou. Vous êtes enseignant, vous êtes membre de l'ASI JMN, l'association Club des jeunes musulmans du Niger. Vous êtes aussi membre de l'ONG Al-Yatama. Monsieur Salissou, assalamu alaikum. Merci d'avoir accepté notre invitation. Notre deuxième invité, c'est monsieur Zaberou Dangali. Monsieur Zaberou Dangali, vous êtes proviseur du lycée Abaché Chebou de Niamey. Monsieur Dangali, assalamu alaikum. Merci aussi d'avoir accepté notre invitation. Donc sans plus tarder, je l'annonçais tantôt, nous allons parcourir ce sujet, nous allons donner un sens à ce sujet, ce concept de fraude aux examens et concours. Quelles en sont les différentes formes et comment les combattre? C'est la phase 2 aujourd'hui, compte tenu des enjeux qui sont énormes. Nous le voyons malgré les efforts fournis par nos autorités, la tricherie et la fraude continue toujours d'être un obstacle sur le système éducatif. Il faut encore peut-être s'attendre à tout. Nous allons débuter avec vous, monsieur Dangali, et nous avons déjà parlé lors de l'émission précédente sur plusieurs aspects liés aux fraudes et tricheries, justement. Nous avons cité quelques formes. Nous parlerons plus de quelques cas encore, mais avant de continuer, un bref aperçu sur le système éducatif au Niger. Merci, chers auditeurs, et merci de nous accorder encore pour une deuxième fois cette opportunité de venir sur les plateaux de la télévision Bonferré et échanger sur ce sujet d'actualité, puisque les élèves sont en phase d'examen, que ce soit au primaire, que ce soit au niveau secondaire et à l'université. En tout cas, l'année tend vers sa fin, il va de soi. Et comme vous l'avez dit, effectivement, la question de l'école, elle est au centre de toutes les préoccupations. Je dirais sans pour autant me plonger dans un discours de catastrophisme et de pessimisme que l'école va mal, et c'est une réalité. Et c'est pourquoi le président de la République en a fait une priorité de ses priorités. Au niveau du primaire, elle est déliquescente. Le système est déliquescent. Au niveau secondaire, il est désastreux. Et au niveau universitaire, je dirais pas qu'il est calamiteux, mais quand même il est drastique. Et c'est pourquoi nous tous ensemble, nous devons conjuguer en tant qu'acteurs de l'école nos efforts pour relever les grands défis qui assaillent ce système, puisque l'école, comme on le dit, c'est un secteur de développement et que par conséquent, un lieu ou une institution où nos enfants sont formés, où la jeunesse active, comme vous me permettez l'expression, est en train d'être formée pour assurer l'avenir de ce pays. C'est pour vous dire que franchement, lorsque l'école va mal, tout va mal. On ne peut pas penser à un quelconque développement. Donc par conséquent, il y a lieu de poser le problème avec toute la lucidité, et votre organisation aujourd'hui qui est derrière ce projet-là, nous ne pouvons que la saluer. Il faut parler franchement avec tous les acteurs. Comment relever les défis, comment redresser cette situation, comment repenser.
la question de l'école. Et tous les acteurs doivent intervenir, le gouvernement, les parents d'élèves, les enseignants, les administrateurs de l'école, les élèves et les structures syndicales œuvrant dans ce secteur-là. Il va de soi, il s'agit de l'intérêt du pays. Il faut faire preuve d'un patriotisme. Parce que une jeunesse en réalité qui est oisive, une jeunesse qui est paresseuse, une jeunesse qui a l'esprit orienté vers la facilité, le gain facile, la corruption, franchement c'est une jeunesse en déperdition et c'est le pays qui va subir les conséquences. Voilà pourquoi il faut y penser et parler, et comme vous le faites aujourd'hui, comme nous le faisons aujourd'hui, est une bonne chose. Parce qu'il faut interpeller, nous les acteurs de l'éducation, nous qui sommes sur le terrain, vraiment voir la question de la fraude et de la tricherie, puisque c'est à deux niveaux, il faut les combattre. D'abord, nous savons que la fraude, dans son ensemble, je parle sous le contrôle en tout cas des ulémas, et Dieu nous dit et le corrupteur et le corrompu. Et que par conséquent, nous ne pouvons pas accepter que nos enfants, comment on appelle ça, glissent sur ce terrain. Et je vous le disais au tout début, j'ai dit que l'enfant, en matière de la corruption, est devenu une marionnette dans les mains des adultes. Parce que je trouve très mal aujourd'hui dans notre société qu'on dise qu'en tout état de cause, avec le niveau de vie des Nigériens, qu'on dise qu'un enfant peut jusqu'à engager une somme de 200 000, de 300 000 sur ses propres efforts. S'il est capable de pouvoir réunir les 200 000 là, ça veut dire qu'il ne peut même pas penser à la corruption. Qui lui donne cet argent? Mais ce sont les adultes qui lui donnent cet argent. Je reviens puisqu'on avait fini le débat national passé sur cette optique-là. Donc, du moment où les parents, en réalité, ne peuvent pas voir leurs enfants souffrir, ou dès qu'ils font un petit cri, eh bien, on essaie de les satisfaire et de la voie la plus illicite et la plus illégale. Il est normal que ces enfants-là glissent sur ce terrain. Et qui motive? Parfois, on le sait, il y a des formateurs, en réalité, qui sont inconséquents, qui, d'une manière ou d'une autre, à travers leur discours, essaient de montrer que ces enfants-là, eh bien, ils peuvent venir facilement pour avoir, comme on le dit, des facilités pour pouvoir accéder comment on appelle ça, au cycle supérieur. Donc, ce sont des choses que, à mon avis, si par exemple l'enseignant ou bien le proviseur n'a pas motivé cet enfant-là, n'a pas montré la voie de la corruption à l'enfant, l'enfant ne sera pas venu. Il y a des exemples aujourd'hui qui sont palpables et qui montrent qu'en réalité, les enfants eux-mêmes, c'est quand ils voient que les responsables sont dans une disposition d'esprit d'être corrompus, eh bien, qu'ils poussent au niveau de la porte. Mais les parents aussi doivent résister, les parents doivent refuser cela. Lorsque votre enfant vous approche dans ce sens-là, on a dit qu'il y a un tel domaine où c'est facile de pouvoir obtenir, mais refusez cette offre-là, puisque dans tous les cas de figure, vous savez que nous sommes tous des bergers, nous avons le devoir d'éduquer nos enfants. On ne nous a pas fait comme ça, mais pourquoi nous, bon Dieu, nous allons, comment on appelle ça, pousser les enfants à la paresse et à la facilité. Merci M. Dangali. Nous reviendrons sur cette question de fraude et tricherie. M. Salissou, selon vous, quelle analyse faites-vous lorsqu'on vous parle de fraude et tricherie au moment des examens? Bon, aujourd'hui, vraiment, alhamdulillah, rabbil alamin, wa salatu wa salam ala rasulillah, mabad, assalamu alaikum. Permettez-moi de revenir un peu sur l'organisation du VPC qui vient de finir hier. Hier ou avant-hier, c'est hier. Voilà, donc dans l'ensemble, franchement, dans l'aspect organisationnel, nous pensons que ça s'est très bien passé. Et même en matière de questions de fuite, de fraude, on n'a rien entendu dans ce sens. Donc là, c'est déjà très positif. Mais il y a quelques griefs que des acteurs sont en train de porter sur les épreuves. Donc dans certaines épreuves, il y a eu quelques difficultés. Notamment, on parle d'histoire où il y a une question qui n'est pas dans le programme du 3e. Il y a aussi, je pense bien, en PC, il y a
une petite difficulté. Il y a aussi, je pense bien que, je ne sais pas, en tout cas j'ai retenu le 2. Je ne sais pas en anglais s'il y en a, mais en tout cas voilà. Donc ça veut dire que de l'avenir, l'organisation doit prêter attention par rapport vraiment à ces épreuves-là. Et on a senti que les épreuves ont été un peu difficiles par rapport au niveau des enfants. Ça vraiment c'est un avis personnel. Voilà, donc je reviens aujourd'hui franchement sur le système éducatif. Parce que, comme l'a dit le défunt professeur Abdou Moumouni Diofo, il faut que l'école soit nigérienne. Parce que là, vraiment, je reviens sur un certain nombre d'aspects par rapport à cette question. Nous sommes aujourd'hui acteurs et on ne doit pas se taire. Le proviseur l'a dit, ça ne va pas. Et alhamdulillah, aujourd'hui, le premier responsable de ce pays, son Excellence, le président de la République, a fait de l'école sa priorité. Donc là, ça veut dire quoi? Il faut réformer cette école. Et là, je pense qu'il faut parler aux acteurs. Je pense bien que le président de la République doit avoir un temps pour écouter les acteurs du terrain de l'école. Donc là, c'est un aspect. Parce que, pourquoi j'ai évoqué le professeur Abdou Mouni? Il dit, l'école nigérienne, elle n'est pas conforme dans beaucoup d'aspects à nos réalités. Moi, je prends plusieurs aspects. De 2017 à aujourd'hui, on fait face à des phénomènes qui surgissent de l'école, notamment liés à la dépravation de mœurs. Alors que dans le passé, l'école était censée corriger les tares des familles. Quand un enfant est mal éduqué, quand il vient à l'école, on le corrige. Mais malheureusement, maintenant, c'est de l'école que les choses sortent. Ça veut dire que les autorités doivent être regardantes et écouter les couches sociales qui sont en train de s'exprimer. Je me rappelle bien la dernière déclaration des associations islamiques par rapport au projet de loi sur l'hygiène et la santé publique là. Ils ont évoqué un aspect par rapport à certains contenus. Ils ont même cité des matières où il y a des enseignements qui sont contraires à la morale islamique. C'est-à-dire qu'ils peuvent altérer la raison de l'enfant. Donc je pense bien que dans la réforme que le président de la République est en train de vouloir imposer ou proposer à l'école dans le cadre de ce qu'elle a dit comme promesse, c'est-à-dire que l'école est sa priorité, moi je pense bien qu'il faut écouter les acteurs. Parce qu'on a d'autres acteurs. Au nom de la santé, de la reproduction, on voit des ONG qui viennent dans les écoles. Mais là aussi, elles ne tiennent pas compte des réalités socio-culturelles du Niger. Parce que quelque part, un enfant, si on regroupe des filles et des garçons, on leur parle de la sexualité, alors que quelque part, dans notre religion, il faut obligatoirement que l'enfant soit marié pour qu'on lui parle de la sexualité. Au moins que l'État prenne la responsabilité de sécuriser la raison des enfants à l'école. Et autre chose, moi franchement, je pense bien qu'il faut qu'on s'assoie. Il faut que tous les acteurs, que ce soit direct, qui interviennent à l'école, et les parents d'élèves, et même toutes les structures de la vie publique aujourd'hui, doivent se retrouver par rapport à la question de l'école. Parce que le proviseur l'a dit, l'école nous appartient tous aujourd'hui. Même si mon enfant n'est pas à l'école publique, quand même, elle est publique, elle m'appartient. Et que c'est de mon devoir de faire tout pour que cette école marche bien. Aujourd'hui, nous sommes tous les fruits de l'école publique. Quand vous prenez les premiers responsables de ces pays, moi je pense que rares sont parmi eux ceux qui n'ont pas fait l'école publique. Donc là, je pense bien que c'est de l'intérêt général de notre pays vraiment à redresser la barre. Donc vraiment, voilà ce que j'ai voulu ajouter par rapport à cette question. Maintenant, la question de fraude et de tricherie au moment des examens, le professeur l'a dit, on a évoqué largement la question la dernière fois, mais je vais revenir sur un aspect qu'il a évoqué l'autre semaine et aujourd'hui aussi. Le fait que l'élève soit un acteur passif, oui, à un niveau, je suis d'accord, mais quand vous prenez un lycéen en islam, c'est que, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Rufi al-Kalam ala Salas, c'est-à-dire on a enlevé la plume à 3 personnes. Il dit l'enfant jusqu'à ce qu'il devienne nébile.
c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la puberté. Le fou jusqu'à ce qu'il retrouve la raison, et celui qui dort jusqu'à ce qu'il se réveille. Donc ça veut dire quoi? Un enfant à partir de l'âge de puberté, on suppose que quand il fait un acte de bien, c'est à son compte. Quand il fait un acte de mal, c'est contre lui. Maintenant, des lycéens par exemple, qu'on retrouve avec des portables en train de tricher. Moi je pense bien qu'ils sont responsables de leur acte. Mais quand un parent, comme il l'a dit, prend de l'argent et donne à un acteur pour le convaincre, pour le corrompre, là, ici, à cet aspect-là, comme il l'a dit, l'enfant, il devient un acteur passif par rapport à la fraude et à la tricherie. Donc voilà un peu ce que j'ai voulu. Justement, oui. Vous venez de parler de corruption. Parlez-nous un peu. Qu'est-ce qu'il faut comprendre sur la corruption? Et justement, ses différentes formes et quel est son impact sur le système éducatif? Oui, en fait, son impact, moi je pense bien qu'aujourd'hui, c'est le fait que le diplôme qu'on a, peut-être on va en venir, c'est qu'en réalité quand vous prenez l'enseignant, le fait que l'enseignant ne soit plus considéré, le fait que le chef d'établissement ne soit plus considéré, en fait c'est lié à quoi? C'est lié au fait que l'enfant, il pense qu'il travaille ou pas, dans tous les cas il va passer. Et même à l'examen c'est possible qu'il travaille ou pas, c'est possible qu'on passe par d'autres moyens pour le faire admettre. Comme on a vu des moments où on donnait de fausses attestations du BPC dans ce pays. Donc là, ça veut dire quoi? Tant qu'on ne revient pas à la question d'une évaluation impartiale et que d'une gestion administrative scolaire, c'est-à-dire qui est impartiale, où il n'y a aucune pression, où le chef d'établissement est libre parce qu'il a des comptes à rendre à la hiérarchie, mais pas à quelqu'un d'autre. Ça veut dire qu'il va travailler librement, sans pression quelconque. Donc là, en ce moment, cette question de corruption, cette question de fraude, elle va s'en aller. Et autre chose, c'est que les enseignants eux-mêmes, et même quand j'ai dit enseignants, y compris les chefs d'établissement, il faut qu'on les mette dans les conditions. Et là, ça commence par là. Parce que aujourd'hui, vous surveillez toute une journée, de 8h, de 7h30 jusqu'à 17h30, à 2000 francs. Peut-être un autre, il va aller faire un atelier de 9h à 16h, 16h30, il a 10 000 francs. Comparez, monsieur le professeur. Aujourd'hui, si on dit la surveillance, là, c'est à 2000. On va se bousculer, nous allons nous bousculer devant les centres. Si nous savons qu'à la fin de la surveillance, on va bien nous payer, alors les gens vont aller. Qu'est-ce que tu vas attendre de quelqu'un si à la surveillance ou à la corruption tu es bien payé? Je pense bien que même ça, c'est un élément de lutte contre la corruption et les fraudes aux examens. Donc moi je pense bien que les enseignants, l'administration, on revient à ce qu'on appelle, je ne sais pas, donnez-moi le terme, c'est-à-dire l'école d'antan où on savait bien que c'est soit tu mérites, tu passes, tu mérites, tu redoubles, tu ne le mérites pas, on te renvoie. On te renvoie. Merci. Voilà. Merci, monsieur Salissou. Monsieur Dangali, avant de vous passer la parole, nous allons faire un rappel à nos auditeurs et téléspectateurs qu'ils peuvent participer à cette émission tout en nous écrivant sur le 93 33 59 et le numéro 15 à la fin. Je répète, c'est le 93 33 59 numéro 15 à la fin. Merci beaucoup. Monsieur Dangali, nous l'avons tous écouté. Monsieur Salissou a parlé de la corruption. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur la corruption ainsi que son impact sur le système éducatif? Avant de parler de la question de la corruption, vraiment, je tiens en tout cas à emboîter le pas à Estade Salissou. Parce que sincèrement parlant, moi je suis fier de l'organisation du BPC tel que nous avons suivi ça ces 3 derniers jours. Honnêtement, les organisateurs sont à féliciter. Pourquoi? Parce que il n'y a plus question de fraude à travers les réseaux sociaux et autres. Il n'y a pas de suivi. Ça, c'est un aspect franchement à féliciter. Parce que tout part de là. Maintenant, le second aspect, c'est que aussi, il faut suivre de près les corrections. Notamment, il faut éviter. Nous ne taxons pas X ou Y pour dire qu'il peut y avoir ce qu'on appelle en quelque sorte la substitution des copies. Certains indélicats, ils peuvent le faire.
C'est-à-dire, quand un élève compose, on pense qu'il n'est pas à mesure et peut-être, comment on appelle ça, il y a des mains occultes qui peuvent substituer les copies. Là aussi, il faut stigmatiser ça. Si on suit les choses, et déjà, comme nous avons vu qu'au niveau de la chaîne de distribution de ces sujets-là, de son emballage jusqu'à aujourd'hui que les sujets soient traités, vraiment, il n'y a pas de reproche à faire. Ça veut dire que, aussi les institutions, il faut prêter attention, parce que parfois, on a vu de par le passé. Ça, ce sont des mécanismes de fraude qu'il faut combattre. La question de la corruption, c'est vrai, parce que on sait que pour la plupart, nous avons dit, et Oustaz Saïf l'a rappelé, c'est vrai, aujourd'hui quand on est lycéen, mais il faut tenir compte du niveau de vie des Nigériens. Ce n'est pas tous les lycéens qui peuvent avoir 400 000, 500 000, 200 000 pour aller corrompre un correcteur ou un juge. Ce n'est pas facile. Vraiment, tant qu'il n'y a pas une main, d'adulte, il serait très difficile de le faire. Voilà pourquoi moi je dis que l'élève, l'enfant, c'est franchement la marionnette, c'est vraiment un acteur passif. Mais quoi qu'il en soit, je suis d'accord avec lui que face à l'âge, en tout état de cause, l'élève ou l'enfant doit s'assumer. En plus de cela, la corruption, non pas au niveau, par exemple, des présidents ou pendant la substitution de copies, mais aussi des correcteurs. Les correcteurs, on doit faire très attention là-dessus. Par rapport à cela, on a des gens indélicats qui peuvent donner, par exemple, des consignes. Nous avons vu des présidents qui, en réalité, sont très méticuleux et très regardants sur les feuilles. Et dès qu'ils constatent, alors ils écartent ces copies-là. Ou l'enfant même, on le fait échouer catégoriquement. Donc, s'il y a ces mesures-là au préalable qui sont prises, moi je pense que, franchement, la corruption, on ne peut pas, comme on le dit, on ne peut pas en passer. Sincèrement, on ne peut pas en passer. Il faut dire, moi je dis que la question de l'école, honnêtement, il faut que nous prenions cela avec d'abord patriotisme, avec responsabilité. Tant qu'il n'y a pas de fermeté à l'école, tant que les élèves en réalité savent qu'ils peuvent tout se permettre, mais il est très difficile. Moi je gère un lycée, je sais pourquoi je vous le dis, et la preuve c'est que rien que l'année passée, c'est uniquement le lycée, moi je n'ai pas de collège, mais j'avais eu 417 transferts. 400 lycéens de Niamey et de l'intérieur du pays avaient convergé, avaient préféré étudier dans l'établissement que j'ai l'honneur de diriger. Avec 600, déjà ils ont trouvé 600, ça me fait 1037 élèves. Et quand on leur demande, mais pourquoi vous voulez partir au lycée à Bachichon, ex-lycée municipal, ils disent c'est parce qu'il y a la rigueur. Mais la rigueur, ça n'émane pas de moi. C'est une conjugaison d'esprit de tous les acteurs. Les surveillantes, les censeurs, les professeurs ne badinent pas. Nous canalisons parce que nous prenons ces enfants, franchement, comme nos propres enfants. C'est pourquoi, personnellement, moi je dis que non. Moi, face à un élève, je ne suis même pas le proviseur. Je suis un père. Et j'agis sévèrement. Je punis quand il faut punir. Et c'est comme ça qu'il faut. Et ces enfants-là, aujourd'hui, ils savent que en tout état de cause, il ne peut jamais y avoir l'idée même de corruption. Non. L'enfant, en respectant les textes, nous respectons les textes. Tout élève qui a 9,50 et qui n'a jamais redoublé, là, il passe. Mais l'élève qui a 9,49, je vous le jure, il va redoubler. 9,49, il va redoubler. C'est clair. Donc, ils savent qu'en tout état de cause, là, ce sont les textes de la République, ce sont les textes réglementaires que nous appliquons. Si l'élève est redoublant, il n'a pas 10 de moyenne, s'il a 9,99, il est automatiquement renvoyé. Donc, si à l'application de ces textes-là, et on l'avait dit, Oustaz Saïf l'a rappelé, non, écoutez, vraiment, il faut qu'on prenne l'école au sérieux parce que dans tous les cas, c'est un secteur où on forme les futurs cadres de ce pays-là. Comment voulez-vous qu'un professeur, alors que dans d'autres ministères, on applique les textes? Regardez ceux qui partent au bac. Tout celui qui part au bac,
En fait, dans les autres ministères, on applique les textes quand vous êtes catégorie A1, A2, c'est 25 000 francs les frais de mission. C'est 25 000 francs les frais de mission. Par jour. Par jour. Par jour, oui. 25 000 francs. Mais l'enseignant qui part corriger le bac, il a 17 250. Et où est l'autre son? Non. On applique les textes tels qu'on les applique. Il ne faut pas voir le nombre. Il ne faut pas voir le nombre d'enseignants sur le terrain. Mais le nombre d'enseignants, mais combien d'élèves avons-nous aujourd'hui? Regardez, toutes les classes sont pléthoriques. Pourquoi cela? Mais du moment où nous avons, comme je le dis, une communauté, là, à enseigner, à éduquer, à former, il faut se dire qu'en tout état de cause, je suis d'accord avec Oustaz Sandi, on doit mettre et les enseignants et tous les acteurs dans les conditions vraiment de travail. Et vous allez voir, mais quelqu'un qui a, comment on appelle ça, qui a ses frais, il n'ose même pas se laisser corrompre. Non, il faut de la responsabilité. C'est vrai, c'est une disposition de mentalité, rétrograde jusqu'à preuve de contraire, qui insiste, mais il faut se dire, on a vu en 94, on a vu en 2005, ce sont les années phares de la fraude au Niger, mais en 2005 quand on a frappé, après les années qui suivaient, comment on appelle ça, les gens avaient existé. Même aujourd'hui, tout celui qui est pris en flagrant délit, il doit répondre de ses actes, il doit s'assumer, et c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Autre aspect de cette question, moi je me suis dit que, honnêtement, je salue la jeunesse active. Vraiment, je dis, vous avez, comment on le dit, emprunté un vaste chantier. L'école, là, sincèrement parlant, si vous allez, en tout cas, cette association des étudiants musulmans du Niger, vraiment, elle arrive encore à creuser davantage. Je suis certain que nous allons arriver à une solution meilleure par la grâce d'Allah, Inch'Allah. Merci beaucoup, Monsieur Zaberou, pour cette intervention. Monsieur Salissou, nous retournons vers vous. Lors de votre précédente intervention, vous avez parlé de la question du diplôme, justement. Quelle est la récompense d'un diplôme obtenu par la fraude? Est-ce que toute richesse acquise par ce diplôme est licite ou illicite d'après l'islam? Oui, on ne parle pas de récompense. Voilà, on ne peut pas parler de récompense d'un diplôme acquis frauduleusement. Oui. Et là, je pense bien que la dernière fois, on a cité le hadith célèbre et authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que celui qui triche n'est pas de nous. Et là, ça veut dire quoi? Ce n'est pas que la personne n'est plus musulmane, mais ici, c'est la gravité du péché qu'il faut voir. Et là aussi, il y a un dicton qui dit qu'une graine bouillie ne germe jamais. C'est-à-dire, quand tu vas avoir un diplôme frauduleusement, ça veut dire quoi? Tu vas fonder ta vie sur le faux. Sur le faux. Et là, aujourd'hui, quand on fouille, au niveau de la fonction publique, il y en a. Quand tu as un faux brevet, ça veut dire que toute la fondation de ta vie est fausse. Et en tant que musulman, imagine. Donc, la famille que tu vas fonder, elle est fondée sur le faux. Imagine. Et aujourd'hui, rien que le fait que le diplôme nigérien, un moment, il a commencé à perdre de la valeur parce que les phénomènes de la tricherie, les phénomènes de la fraude aux examens étaient devenus un phénomène criard. Et là, ça veut dire quoi? La décrédibilisation des diplômes, ça c'est l'une des conséquences des fraudes ou de la corruption que le système connaît. Donc là aussi, je pense bien que c'est autre chose. J'ai dit, c'est le fait qu'il n'y a plus une école de qualité. Quand on peut facilement avoir un diplôme illicitement, comme on le dit en islam, alors c'est fini, il n'y a plus d'école. Parce que l'école, sa tradition c'est quoi? Nous avons des enfants qui viennent de familles différentes, qu'on met en compétition et qu'elle permet l'ascension sociale. L'enfant du forgeron peut devenir un docteur. L'enfant d'un commerçant peut devenir un notaire. C'est ça le rôle de l'école.
mais pas reproduire le même système. Ou quand ton père est docteur, toi aussi tu vas devenir docteur, ton père est vendeur ambulant, tu vas finir vendeur ambulant. Non, ce n'est pas de cette école que nous avons besoin. On a besoin d'une école qui donne, qui ouvre la voie à l'ascension sociale à tous les enfants du pays, sans distinction quelconque. Donc là, voilà le travail qui nous revient à faire. Et c'est pour cela qu'il faut combattre tout ce qui est fraude, tout ce qui est corruption. Surtout la dernière fois, on a parlé de ce phénomène de recrutement parallèle. Où on remplit des classes avec des élèves irréguliers, c'est-à-dire monnayant quelque chose. Ou encore tout simplement la corruption morale où on dit non, c'est un neveu, c'est un cousin, non, c'est l'enfant d'un voisin. Ou tout simplement, voilà, on vient, on l'intègre alors qu'il n'est pas régulièrement inscrit. Donc tous ces éléments, tous ces phénomènes, le fait de donner une note, c'est-à-dire sentimentale, qui n'est pas méritée, à un enfant, c'est de la corruption. Même si tu n'as pas pris de l'argent, même si l'enfant est orphelin de père et de mère. Donc là, ça veut dire quoi? C'est qu'il faut qu'on assainisse l'école de toutes ces pratiques malsaines qui sont en train de ternir ou qui ont même terni l'image de l'école aujourd'hui, et que personne, même la classe moyenne, ne veut pas envoyer son enfant surtout à l'école publique, surtout au secondaire. Donc là, il y a vraiment une question qui est là, c'est que c'est à nous, le chantier est devant nous. Et si je dis nous, c'est nous tous. Il n'y a pas de distinction de couche sociale. D'accord. Merci beaucoup, M. Salissou. M. Zavirou, des idées sur un diplôme obtenu frauduleusement? Oui, en fait, comme on le dit, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Vraiment, un diplôme acquis frauduleusement. D'abord, l'élève devient prisonnier de sa conscience. Il devient catégoriquement et systématiquement prisonnier de sa conscience. Imaginez un élève qui a corrompu pour avoir le bac. La première des choses, quand il va regarder ces diplômes-là, sa conscience va lui reprocher, et pour toujours, pour toute sa vie, sa conscience, dès qu'il prend cette attestation de réussite au bac, la conscience va se dire que si tu n'as pas donné de l'argent, tu ne mourras pas. Tu es un tricheur, tu es un voleur, et ça va te rappeler que tu as donné telle somme pour avoir, et directement, tu n'as même pas envie de voir ce diplôme-là parce que tu sais que c'est la corruption. Ça, c'est le conseil que nous prodiguons à nos enfants pour leur dire attention, n'emprisonnez pas vos consciences. Parce que lorsque vous allez le faire, sincèrement parlant, votre conscience va toujours vous interpeller. Et c'est comme ça. Quand vous montrez à ces enfants la voie à suivre, sincèrement, ils vous respectent. Quand ils savent que vous appliquez les textes, eh bien, ils sont obligés de rester étudiés. Et c'est comme ça qu'il faut voir. Nous devons enseigner à nos enfants vraiment l'honneur, la réussite à travers l'honneur, la dignité. Vraiment, que ce qu'ils ont obtenu là, eh bien, c'est sur le mérite qu'ils l'ont obtenu. Et c'est comme ça, ils sont fiers d'eux. Et nous sommes fiers, nous avons notre conscience. Mais, le Stade Saïf l'a rappelé, écoutez, même les professeurs, moi je ne cache pas comme cela, même pendant les surveillances là, non. Je dis, pendant les évaluations, je dis, attention, corrigez objectivement l'enfant. Je ne vous demande pas de le sanctionner, je ne vous donne... Non, il n'y a pas de sentimentalisme à avoir. Si l'enfant mérite, faites sa promotion. Et quand le jour où on va leur remettre leur bulletin, s'ils voient qu'ils passent, parce qu'on dit passe en classe supérieure ou le double, je vous dis, ils sortent de joie. S'ils savent que c'est sur le mérite, vraiment il faut voir quand on leur remet leur diplôme, leur bulletin là. La première des choses, je suis passé en classe supérieure, ils sont joyeux parce qu'ils savent c'est ce qu'ils ont mérité. Mais s'ils savent que dans tous les cas, le proviseur là, il a été corrompu. Mais quel crédit tu vas venir en classe? Tu ne vas même pas le fêter. Non, tu ne vas même pas vociférer, tu ne vas pas sermonner. Il y a des gens, il y a des élèves qui peuvent t'interpeller pour rire, ou d'une manière ou d'une autre, montrer qu'en tout état de cause, toi tu n'es pas objectif. C'est pourquoi, sincèrement parlant,
revenir à l'éthique. Il y a un autre problème qu'on vous a. Vraiment, il faut en parler. Et de façon responsable, de façon objective. Et je souhaite que la jeunesse active, à travers l'association des étudiants musulmans du Niger, doit encore maintenir ce cap pendant toute l'année et pendant ces vacances-là en parler. Moi, je pense, quand j'ai dit que le chantier de l'école, franchement, au niveau du primaire, il dit non. Que même parmi nous, il n'y a pas. Moi, je dis que je stigmatise l'enseignement là. Nos enfants, nous devons comprendre l'État et sa part de responsabilité. Lorsqu'il refuse de construire les classes, lorsqu'il refuse de mettre en place comment on appelle ça, les conditions, de mettre les enseignants dans les conditions. Mais il y a des esprits paresseux. Il y a ceux qui pensent que l'éducation, vraiment, c'est tout simplement, bon, comment on appelle ça, une activité de seconde zone. Non, ce n'est pas sérieux. C'est vous, la formation, si on ne vous a pas donné conséquemment une formation, comment vous pouvez devenir un enseignant sérieux? Non. Et on a vu, je dis, et ça, il faut interpeller beaucoup d'enseignants du primaire. Non, au lieu de prendre ces enfants en charge, qui sont vos enfants, qui sont l'avenir de notre nation, nous allons venir. C'est qui va nous prendre en charge. Si nous n'avons pas assuré la formation de ces enfants-là, qui va assurer notre formation, qui va assurer la relève. Ce sont eux. C'est pourquoi moi je dis que non. Je ne veux pas qu'un enseignant, vraiment, comment on appelle ça, au lieu d'enseigner les enfants conséquemment, au lieu de les encadrer, au lieu de les former, non. Tout simplement, elle va prendre son téléphone en train de triturer par-ci, par-là, de faire WhatsApp, de faire je ne sais quoi. Non, ce n'est pas ça qui t'amène, c'est pour la formation. Il faut partir à la base, il faut dire la vérité à tout le monde. On va voir comment on appelle ça, si les choses ne vont pas marcher. Si dès à la base, l'enfant a acquis une formation solide, je vous dis, c'est qu'en réalité, c'est sur la base du mérite. Mais il y a un autre problème, et je voudrais que ce problème-là, qu'on en parle sérieusement. Et là, c'est une interpellation par rapport à la justice. Pourquoi aujourd'hui le service, l'ANAB, réclame par exemple dans la position du dossier pour les bourses d'excellence, les bourses étrangères? On réclame le BPC. Vous savez, c'est parce que il y a beaucoup d'élèves qui falsifient leur acte de naissance et leur nationalité. Là aussi, il faut condamner ça. Si on n'a pas changé, pourquoi nous avons aujourd'hui dans nos établissements, c'est ce que j'ai l'habitude de dire par ironie, nous avons des élèves grands-pères. Un élève âgé de 24 ans, un élève âgé de 25 ans, un élève âgé de 26 ans, qu'est-ce qu'il cherche au lycée? Alors que même réglementairement, à l'âge de 7 ans, si on t'inscrit avec 2 redoublements, un au collège, un au lycée, au maximum, c'est 22 ans. C'est 22 ans, tu as ton bac. Mais comment se fait-il que nous avons des grands-pères aujourd'hui, âgés de 25 ans, 26 ans dans nos collèges et lycées? Ce sont eux qui prennent en otage l'école. Là, il faut condamner ça. Il faut condamner ça. Tout élève en réalité qui a au maximum 22 ans ne doit pas être dans un établissement public. Il faut le dire. Vous allez voir comment l'école sera débarrassée de la mauvaise graine pour qu'elle reprenne son chemin normal. Merci, monsieur. C'est peut-être que cette question, compte tenu du temps, nous aurons, Inch'Allah, l'occasion d'en parler sur ça. Alors, un dernier appel rapidement à l'endroit des acteurs, notamment les acteurs de l'éducation. Bien. Donc, mon appel, vraiment, d'abord, c'est à l'endroit du ministère de l'Éducation. Nous sommes fiers que franchement, le BPC, avec peut-être quelques constats sur certaines matières, comment on appelle ça, les organisateurs ont brillamment réussi cette phase comment on appelle ça, des sujets. Nous souhaiterions que les corrections soient objectives. Parce que quand on nous envoie des élèves, en réalité, je ne dis pas tarés, et franchement nuls dans les lycées, eh bien, on a tous les problèmes. C'est vrai, il faut former tout le monde, mais il faut nous dire qu'en tout état de cause, dans tout ce que nous allons entreprendre, nous devons être objectifs. Nous devons être honnêtes, nous devons considérer que ces enfants-là, ils nous appartiennent tous. Nous n'avons pas à privilégier X ou Y. Nous devons corriger, sincèrement parlant, vraiment les épreuves, proclamer les résultats. Quand on proclame les résultats, c'est que les décideurs vont faire, ou ce que le gouvernement va décider. C'est à lui de faire, comment on appelle ça,
de voir comment, jusqu'à quel degré on peut racheter, repêcher les élèves. Ce serait une bonne chose. Quand nous allons suivre ce mécanisme-là, moi je sais pourquoi je vous le dis, parce que franchement, nous revenons de loin. Mais cette école-là, aujourd'hui, moi, le lycée Abaché, ce n'est pas que je jette des fleurs vraiment à nos enseignants, mais quand vous mettez du sérieux dans ce que vous êtes en train de faire, vous allez voir comment l'école. Et si tout le Niger essaie de faire comme ce que nous sommes en train de faire, sincèrement parlant, nous allons réussir, nous allons résoudre tous les défis de notre école. Merci, M. Zaberou. M. Salis, un dernier appel rapidement. Oui, bon, je pense bien que d'abord, par rapport à l'organisation du BPC, il a déjà évoqué. Mais moi, je pense que l'appel que j'ai, c'est à l'intention de l'État du Niger, parce que le président de la République a promis que l'école soit sa priorité. Donc, nous attendons des actes concrets, notamment par rapport à la question de l'amélioration des conditions de vie des enseignants, la sécurisation des écoles. Aussi le fait que le chef d'établissement soit libre de gérer les écoles conformément au texte en vigueur sans aucune pression quelconque. Et aussi l'appel que j'ai à lancer aux enseignants qui vont corriger les épreuves, c'est comme il l'a dit, on doit être impartial et on doit être objectif dans ce qu'on fait. Que ce soit les membres du secrétariat, que ce soit les présidents du jury, quel qu'en soit les niveaux d'organisation auxquels on appartient, je pense bien que l'objectivité doit être de même, parce qu'on sera interrogé demain par rapport à tout ce que nous avons fait. Par rapport aux parents d'élèves, c'est qu'il faut se réveiller, parce que la démission flagrante des parents d'élèves qu'on est en train de constater, il faut arrêter ça. Je pense bien que les chefs d'établissement avec les enseignants peuvent fournir un effort pour forcer les parents d'élèves à être un peu plus présents à l'école. Donc voilà. Merci, merci M. Salis. En tout cas, merci à tous. Merci, chers invités. Nous sommes au terme de ce débat vraiment pertinent. En tout cas, merci d'avoir répondu. Présent à notre invitation, je rappelle M. Salis, membre de la CJMN. Vous êtes aussi membre de l'ONG Aliatama. M. Zaberou, vous êtes le proviseur de l'école Abaché chez vous, de Niamey, c'est ça. Merci beaucoup. Merci aux auditeurs et téléspectateurs pour cette attention particulière à suivre chacune de nos émissions Jeunesse Active. Merci à la radio et télévision Bonferré. Merci à toute l'équipe technique. Merci à l'association des étudiants musulmans du Niger. Restez avec Bonferré, les programmes continuent. Merci, à bientôt.